Donc le bien-être au travail est un vieux concept qui date du début du XXe siècle et qui était principalement évalué par la satisfaction au travail et les émotions au travail, et qui en fait qui a connu en fait un nouvel intérêt avec l'émergence de la psychologie positive à la fin des années 90. Donc le bien-être au travail découle des conceptualisations du bien-être en général, où on distingue en général deux approches. Une approche hédonique qui vise à maximiser le plaisir et à minimiser les peines, et une approche eudémonique qui vise en fait à révéler le vrai soi, à exprimer son potentiel. Donc les conceptualisations de bien-être au travail se sont construites à partir des conceptualisations du bien-être en général, avec justement cette distinction entre eudémonique et hédonique. Donc on distingue les conceptualisations propres du bien-être au travail qui se sont construites sur l'empirie, sur la réalité, sur le terrain. Donc parmi ces modèles, on trouve par exemple le modèle de Robert qui distingue le bien-être du travailleur au travail du bien-être de la personne au travail. Et on trouve aussi des modèles qui sont donc en continuité avec le bien-être en général, et qui vont donc s'inscrire plutôt dans une logique intégrative et qui vont essayer de rassembler de nombreux concepts pouvant s'y rattacher, comme l'implication organisationnelle, la motivation au travail, l'engagement au travail, et en cherchant à respecter ces deux dimensions, hédonique et eudémonique. Alors il existe à la fois un lien que l'on peut établir au niveau conceptuel et un lien que l'on peut faire au niveau empirique. Au niveau conceptuel, on peut se référer au continuum de l'autodétermination de Ryan et Deci, qui travaille donc et qui étudie la motivation intrinsèque et extrinsèque et qui définit des besoins psychologiques fondamentaux, en particulier donc la compétence, la proximité sociale et l'autonomie. Et en termes environnementaux, cela a des implications en termes de confiance, car pour répondre à ces besoins psychologiques fondamentaux qui vont permettre justement de générer la motivation extrinsèque, il est nécessaire d'avoir un contexte de confiance, confiance en soi, confiance en l'autre et confiance de l'autre. Il existe également un lien empirique qui a été établi à travers plusieurs études. Une étude par exemple de Requena qui identifie que la confiance au travail est le meilleur prédicteur de la satisfaction au travail après les caractéristiques sociodémographiques, les caractéristiques de l'organisation ou les conditions de travail, avec une variance expliquée de 17%, et des travaux d'Helliwell, une économiste, qui estime qu'une hausse du score de confiance de 10% est l'équivalent d'une hausse d'un tiers du salaire de la personne en termes de satisfaction dans la vie. La confiance apparaît fondamentale pour expliquer la satisfaction dans la vie et au travail. J'ai également mené une recherche auprès d'une population de cadres de direction dans un grand groupe financier et bancaire sur les représentations sociales du bien-être au travail. Et au cœur de la représentation sociale du bien-être au travail, il ressort clairement les relations au travail et parmi elles la confiance dans les relations au travail. Donc il existe effectivement à la fois un lien conceptuel et un lien empirique entre bien-être au travail et confiance au travail. Alors on peut se référer au concept de capital social qui a été proposé par Putman en 1995, qui reprend en fait le capital social qui avait été proposé par Annie Fan, un éducateur, et qui le décrivait à l'époque comme ces substances tangibles qui comptent le plus dans la vie quotidienne des gens, c'est-à-dire la bonne volonté, la camaraderie, la sympathie, les relations sociales entre les individus et les familles qui forment une unité sociale. Il a démontré que, Putman a démontré que ça avait un lien justement avec le bien-être en général et l'efficience, et il le définit comme une organisation sociale reposant sur un réseau de relations plus ou moins fort entre les individus et reposant sur une norme, la norme de réciprocité. Il l'a définit comme je fais cela pour toi sans attendre de ta part une contrepartie immédiate, mais je suis confiant qu'à l'occasion, quelqu'un me le rendra. Ainsi, les théories de l'influence sociale montrent que c'est à travers une minorité
qu'il est possible de changer les représentations et donc potentiellement les attitudes au travail. Et donc en menant justement des comportements volontaires, altruistes, reposant sur cette norme de réciprocité, il est possible de générer la confiance qui elle-même générera plus de bien-être au travail et qui lui-même pourra générer encore plus de confiance et donc plus de comportements volontaires qui reposent sur cette norme de réciprocité. Donc cela peut être parmi les multiples implications managériales possibles, une implication forte d'essayer d'avoir des comportements plus altruistes à notre petite échelle de collaborateurs d'une organisation.